Ce manoir fut construit au bord de la rivière du Frémur par Julien du Breil, comte de Pontbriand, vers le milieu du XVIe siècle. On l'appela le Grand Pontbriand ou plus simplement le Pontbriand. Cette demeure fut habitée jusqu'en 1781, mais peu de temps après la Révolution, les démolisseurs s'acharnèrent à faire disparaître jusqu'à la dernière pierre, à l'exception d'une partie des communs qui a été aménagée en bâtiment de ferme, puis aujourd'hui en salle de réception. Le bâtiment central est orné d'une corniche modillonnée et de 3 gerbières à appui sculpté et un fronton triangulaire. Le fronton central étant coupé par un amortissement terminé en boule. Ainsi, c'est au Pontbriand, 2 ans après le mariage de Louis du Breil, comte de Pontbriand, et de Bonne de Névet, sa femme, le 1er juin 1667, que naquit le 6 septembre 1669 Joseph Yves du Breil de Pontbriand. Il eut lors de son baptême 2 pauvres de la paroisse de Pleurtuis qui furent ses parrains et marraines. C'était là un bel exemple d'humilité, car son père avait été tenu sur les fonds baptismaux par le roi Louis XII en personne dans la chapelle de Saint-Germain-en-Laye. Le jeune Joseph Yves avait eu un frère aîné qui mourut en bas âge. Aussitôt après, il fut alors destiné au métier des armes, alors qu'au départ il n'y pensait pas car il était le cadet. Il entra donc à la première compagnie des mousquetaires du roi, puis passa par la suite capitaine de cavalerie au régiment de Villepion. Il était également capitaine général des gardes-côtes de l'évêché de Saint-Malo, gouverneur de l'île et du fort des Ébiliens, et enfin inspecteur des milices gardes-côtes de Bretagne entre les rivières du Frémur et de Pontrieux. Il devait mourir le 2 février 1710 à l'âge de 41 ans. Mais un des actes les plus importants de sa vie fut son mariage, le 12 mai 1696, avec Marie-Angélique, la sœur du comte Claude-Toussaint Marot de la Garenne. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, car il y a quelques années, le pape Jean-Paul II avait décidé de mettre à l'honneur un ménage de foyer chrétien, et il avait pensé au comte de la Garenne et à sa femme, qui ont eu une vie tout à fait extraordinaire, car à la suite d'un accident de chasse, ils avaient décidé de vendre tous leurs biens et de se consacrer à aider les pauvres et à les guérir en convertissant leur propriété en hôpital. Malheureusement, ce ménage n'a pas été retenu et c'est le père et la mère de Sainte Thérèse qui ont été retenus. Je reviens donc à Marie-Angélique, cette sœur du comte de la Garenne, qui était la fille de Guillaume de la Garenne, gouverneur de la ville et du château d'Inan, et de Françoise de Marbeuf, dont le père était président à Mortier au Parlement de Bretagne. Elle était née le 30 novembre 1678 à Tadin, qui est une petite localité à côté de Dinan. Très vite, elle devint orpheline, perdant sa mère au berceau, et son père alors qu'elle avait à peine 14 ans. Elle fut élevée par sa tante Duhalgouët, qui la confia aux religieuses de la Visitation à Rennes. Elle pensa alors à renoncer aux plaisirs du monde, mais après un séjour à Paris chez des parents, elle rentra en Bretagne et choisit, au milieu de nombreux prétendants, Joseph Yves de Pontbriand, homme pieux et courageux. Elle lui donna 10 enfants. Ces 10 enfants, je vais vous en parler très rapidement pour m'attarder seulement sur 3
qui ont eu une destinée un petit peu plus particulière. L'aîné des enfants s'appelait Louis-Claude, comte de Pontbriand, né en 1697, qui recueillit à la mort de son père la survivance de ses charges. Après la mort de sa première femme, Françoise Gabrielle d'Épinay, en 1749, qui lui avait donné un fils et 3 filles, dont la deuxième, Anne-Sylvie, fit l'objet d'un magnifique portrait par le peintre Charles Van Loo, Louis-Claude épousa par la suite, en deuxième noces, sa cousine Renée-Françoise Dubreuil de Pontbriand, qui lui donna un fils. Il devait mourir à 57 ans, le 27 avril 1754, au Pontbriand. Le deuxième enfant, c'était Guillaume-Marie. Guillaume-Marie fut prêtre et devint historiographe des États de Bretagne, mais je vous en reparlerai un petit peu plus par la suite. Le troisième enfant, Malo-Joseph, qui lui est né le 23 février 1699. Il devint lieutenant au régiment de Rouergue, puis capitaine au régiment de Vibray et aide de camp du maréchal de Coigny. Il épousa Marie-Rose de Tréhouette de Kerstrat, qui lui donna 3 enfants et une fille. Il mourut à 62 ans le 17 juin 1761. Le quatrième enfant, Léon, fut seigneur du Vaurouau. Il était né en 1701 et mort à 46 ans en 1747 au siège de Berg-op-Zoom. Le cinquième enfant, René François, fut prêtre et devint le bienfaiteur de l'œuvre des Petits Savoyards. Je vous en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. Le sixième enfant fut Henri-Marie. Il devint également prêtre et fut le dernier évêque du Canada français. Je vous en parlerai un tout petit peu plus loin tout à l'heure. Le septième enfant, Bonaventure Angélique, la première fille, donc née le 24 juin 1700, qui devint religieuse au monastère de la Visitation à Rennes et mourut à 90 ans le 24 février 1790. Le huitième enfant, Marie-Angélique, née le 17 novembre 1703, fut supérieur du monastère de la Visitation à Rennes et mourut à 75 ans le 25 octobre 1778. Le neuvième enfant, Françoise Corentine, née le 26 novembre 1706, fut religieuse au monastère de la Visitation à Rennes, donc la troisième à rentrer dans ce même monastère. Elle fut expulsée de son monastère durant la Révolution et mourut à 96 ans en 1802. On peut noter que la vie dans ce monastère devait être très calme, puisque elles sont mortes toutes à plus de 90 ans. Le dernier enfant, le 10e, fut une fille encore, Yvonne Marie, qui naquit en 1710 et décédera, elle, à l'âge de 2 ans. Après la mort de son mari, la comtesse de Pontbriand pensa à nouveau à la vie religieuse. Encouragée en cela par Don Trottier, qui était l'abbé de l'abbaye de Saint-Jacques, à cette époque, une terrible épidémie s'abattit sur la paroisse de Portuy. La comtesse n'hésita pas alors à se porter au chevet des malades pour les soigner. Elle fut même atteinte par la contagion, mais la mère des pauvres, quand on se plaisait à la nommer, fut guérie contre toute espérance. Peu à peu, tous ses enfants s'étaient établis, et plus libre, elle entra dans la confrérie des tertiaires de Saint-Dominique le 31 mai 1726 à Dinan. Attirée une fois encore vers la vie monastique, elle voulut se retirer à Rennes, au monastère de la Visitation auprès de ses filles, mais sa santé ne le lui permit pas. Alors, elle se rendit chez les hospitalières de Saumur, où elle rendit les plus grands services. L'évêque d'Angers la sollicita pour venir fonder dans sa ville un hospice pour les incurables.
Mais sa santé s'étant de nouveau affaiblie, elle déclina à regret cette proposition. Par contre, après un passage à la Garenne, où son frère essaya en vain de la retenir pour l'aider, elle se rendit à Josselin pour y fonder un établissement charitable.